plusieurs mots, dont un taux élevé d'analphabétisme, des barrières linguistiques et une faible scolarisation des filles. Faisons le point dans cette édition de Learning World. Confrontés à un chômage important, de nombreux jeunes Marocains sont descendus dans les rues pour réclamer une réforme de l'enseignement. Quels sont les problèmes et que font les universités pour aider leurs diplômés à décrocher un emploi? Nous avons rencontré plusieurs étudiants. L'Union des étudiants pour le changement du système éducatif s'est donné pour mission d'agir, de débattre et d'apporter des solutions concrètes pour améliorer les conditions d'enseignement dans le pays. Le mouvement a vu le jour sur un réseau social après le commentaire laissé par un étudiant en juillet 2012. Il y racontait qu'une université avait refusé de l'inscrire malgré ses excellents résultats au baccalauréat. Parmi les problèmes qui touchent le système éducatif au Maroc, le budget qui lui est assigné est très faible, parce que l'État le voit comme un secteur non productif. L'éducation repose sur des méthodes qui ne sont pas efficaces. Elle ne laisse pas les étudiants développer leur sens critique. On nous incite à apprendre par cœur et non à comprendre. Autre problème, les étudiants suivent des cours pendant plusieurs années en arabe et à l'université, ils peuvent se retrouver avec un programme en français. Avec un bac en poche, on ne peut rien faire au Maroc. Déjà, dans la rue, quand je dis aux gens que j'étudie les arts décoratifs, ils me répondent « C'est quoi ?» Les gens ne connaissent pas, mais ils disent aussi « Vous ne faites que dessiner ». Le gouvernement a déjà entamé une refonte du secteur de l'éducation et de la formation afin de le rendre plus accessible et plus moderne. La nouvelle université internationale de Rabat en est l'une des illustrations. Objectif de l'établissement, former les cadres et les élites qui contribueront au développement du Maroc et de l'Afrique. L'enseignement est dispensé par des maîtres de conférences réputés et selon des méthodes conformes aux normes internationales. Ici, c'est le directeur de Sciences Po Grenoble qui assure le cours. Je crois que le contact entre le monde professionnel et le monde universitaire est en train de se passer, se réaliser. Il faut être pratique, concret, pragmatique. J'ai quelque part en mémoire que l'université est née au XIIIe siècle ici, dans cette partie du monde, à Fès. Aujourd'hui, les apprenants ont déjà pris forme socialement. Ils sont médecins, ils sont architectes, ils sont ingénieurs, ils sont administrateurs. Ils ont déjà une formation initiale solide. Il faut aujourd'hui leur donner les compétences. C'est le but de la formation continue. Ma première réaction quand on m'a parlé de cette formation a été très positive parce que là on a compris au bout d'1 an qu'on n'avait pas assez d'outils, que ce soit au niveau administratif ou au niveau juridique, pour appréhender toutes les réalités auxquelles on doit faire face tous les jours dans le cadre de l'exercice de notre métier au sein de ces collectivités. Dans une société multilingue, la langue peut être un obstacle à l'éducation, un sujet particulièrement sensible ici. Le gouvernement a lancé un plan national pour s'attaquer au problème et il y a 2 langues officielles dans le pays, l'une d'elles c'est l'amazigh. Dialecte marocain, français, espagnol, arabe ou encore amazigh, le Maroc est multilingue du fait de cultures différentes et de pouvoirs qui ont un temps dirigé le pays. En 2011, la langue berbère amazigh est devenue la 2e langue officielle après l'arabe, suite à la mobilisation de la communauté berbère. Elle est désormais utilisée par les instances de l'État et dans les écoles. J'aime apprendre l'amazigh et son écriture, parce que cette langue représente mon histoire, mon héritage et mon identité. Je trouve que c'est facile de l'apprendre, comme j'ai commencé quand j'étais toute petite et que je suis amazigh. Je parle cette langue à la maison avec ma famille. L'enseignement de l'amazigh sera bientôt généralisé dans les degrés supérieurs. Mais enseigner une langue qui a toujours été transmise oralement n'est pas simple. En tant qu'enseignante, j'ai toujours appris l'amazigh à la maison et non à l'école. Ce qui veut dire que j'ai eu besoin de formation pour pouvoir transmettre correctement et avec la grammaire exacte cette langue qui figure désormais dans les programmes.
C'est l'Institut royal de la culture amazigh qui s'est occupé de la formation des professeurs. Cette institution œuvre à la promotion de cette langue, également en publiant des livres d'histoire. À l'école, dans les livres et les programmes d'histoire, on évoquait cette époque, mais pas de façon claire. Les professeurs ne s'attardaient pas sur le sujet. Aujourd'hui, les choses changent. On constate que le ministère de l'Éducation est sur le point de modifier les programmes. Et cette période de l'histoire marocaine sera intégrée dans les manuels. Pour les Berbères, l'enseignement de leur langue est une façon de préserver leur héritage. Elle figure déjà au programme de certaines universités. Malgré des efforts pour protéger les droits des femmes, les taux d'analphabétisme et d'abandon scolaire des filles représentent probablement les défis les plus sérieux pour le système éducatif marocain. Les pressions sociales et la pauvreté jouent aussi un rôle, mais pour de nombreuses petites filles des campagnes, l'école est tout simplement trop éloignée. Une ONG tente de les scolariser. Une classe proche du foyer, c'est ce que propose cet internat situé à Marrakech. Une chance pour de nombreuses jeunes filles qui, sans cela, auraient dû renoncer à un cursus scolaire à la fin du primaire. Mais l'établissement n'offre pas que le gîte et le couvert. Il propose aussi aux internes différentes activités visant à leur donner confiance en elles, comme cet atelier théâtre. Ils ont besoin d'être rassurés, entre guillemets, rassurés pour s'affirmer, pour jouer et pour avoir des rapports de jeu, comme on peut dire, simples. Voilà, elles ont besoin de ça. D'être considérées comme des jeunes filles, comme des futures femmes dans la vie. Et je crois que par le jeu, elles peuvent arriver à ça. Les filles subissent encore une forte pression sociale, en particulier dans les zones rurales, où les garçons sont prioritaires pour aller à l'école. Souvent, leurs sœurs doivent rester à la maison pour participer aux tâches quotidiennes. Leur absence dans les classes explique en partie le taux d'analphabétisme encore bien trop élevé à l'échelle du pays. Je suis venue ici parce que le collège et le lycée étaient trop éloignés de chez moi. Je n'avais aucun moyen de transport. Et parfois, on peut être confronté à des dangers dans la rue, en particulier quand on sort de cours le soir. On peut subir un vol, un viol ou des violences. Fatima figure parmi les 134 jeunes filles accueillies dans cet internat, gratuitement. Seule condition pour être admise, avoir un très bon niveau scolaire. L'établissement a été construit grâce à la ténacité d'une femme, surnommée Tati Touria par les pensionnaires. D'autres femmes bénévoles assurent des soins médicaux. Certaines de nos élèves n'ont jamais vu un train de leur vie ou encore une salle de bain. Tout l'enjeu, c'est de leur apprendre parfois à passer du Moyen-Âge au XXIe siècle. Mais elles sont jeunes, brillantes et elles y arrivent très bien. Touria a réussi à collecter l'équivalent d'1 300 000 € pour construire cet internat, mais son fonctionnement nécessite de trouver de nouveaux financements. Sa fondatrice lance un appel à la générosité. Eh bien, qu'en pensez-vous? Avez-vous des idées pour améliorer le système éducatif au Maroc? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. C'est tout pour aujourd'hui.